Né à Danville, Yvon Vallière consacre 34 ans de sa vie à la politique provinciale. Élu député libéral dans Richmond en 1973, il cumule par la suite les fonctions de président de commission, de whip en chef, de ministre et de président de l'Assemblée nationale. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, M. Vallière. Bonjour, John. Bienvenue à Mémoire des députés. Vous avez déjà dit que quand vous avez retourné à l'enseignement après votre défaite en 1976, que M. Bourassa vous a appelé juste pour parler. Quand lui a décidé de revenir, avez-vous aidé à venir? Avez-vous travaillé pour lui? Honnêtement, oui. C'est volontiers que je l'ai fait, mais lors de cet appel téléphonique, il n'y en avait pas été question cependant. J'ai beaucoup apprécié. M. Bourassa était en Europe à ce moment-là et on avait discuté parce que je m'étais beaucoup opposé moi, à la tenue de l'élection en 1976. Et il m'expliquait dans ces termes pourquoi il avait tenu l'élection, sachant probablement lors de cet appel qu'il allait un jour revenir en politique. Et quand il a décidé de le faire, oui, j'y ai contribué. Je pense même qu'il a été le premier comté à visiter officiellement après avoir manifesté sa volonté de se représenter. Il était venu dans Richmond. Et je me souviendrai toujours, j'avais réuni des militants chez nous. Et moi, j'avais à peine fini de construire la maison. La pelouse n'était pas installée. On était sur des chaises à l'extérieur, dans le sable, littéralement. Et on s'était prêté un bel exercice de retrouvailles des militants libéraux de Richmond avec M. Bourassa. Mais avant de s'en venir chez nous, il m'avait demandé d'aller le rejoindre à Richmond, à une douzaine de kilomètres de chez nous, pour faire route avec lui. Alors, je me suis installé avec lui à Richmond pour voyager. Puis il me questionnait un petit peu sur... Robert Bourassa était une personne qui questionnait beaucoup, posait beaucoup de questions. Il faisait beaucoup de téléphones, mais là, on était ensemble dans le tour, fait qu'il me posait la question sur ce que je pensais de son retour. Puis il avait été question que M. Gérard Lévesque, peut-être même, soit candidat, me demandait ce que je pensais. Il m'a posé la question en rien sur M. Lévesque. Puis après ça, il m'a questionné un petit peu sur M. Ryan. Tu sais, j'ai beaucoup apprécié ça parce que venant de lui, me disant ce que je pensais, peut-être que M. Ryan, est-ce qu'il pouvait revenir en politique avec lui, des choses comme ça. Et moi, j'étais très favorable au retour de M. Ryan. Je lui ai indiqué que s'en aller au-dessus de la mêlée comme premier ministre, ce serait très bien apprécié par la population de demander à M. Ryan de jouer un rôle dans son gouvernement. Alors, probablement, M. Bourassa a dû consulter beaucoup de monde dans cette période-là, parce que c'était une personne qui en faisait beaucoup, mais je n'étais pas étonné qu'il me le demande, mais j'étais quand même très heureux qu'il se pose la question. Et ça m'a démontré la profondeur de M. Bourassa. Et peut-être que j'ai commencé à découvrir le nouveau Bourassa. À l'écoute, et vraiment, il est devenu par la suite un premier ministre de caucus. J'entends par un premier ministre de caucus, un premier ministre qui suscite le débat à l'intérieur du caucus, veut connaître le point de vue de la députation par lui-même. Je pense que les premiers mandats, il était très conseillé par beaucoup de gens. Oui. Il était très jeune. Très jeune. À son retour, vraiment, là, moi, j'ai senti une volonté très ferme de M. Bourassa d'aller chercher chez ses députés leur point de vue sur plusieurs questions. Et ça, j'ai beaucoup apprécié cette période. Mais il vous a amené au pouvoir en 1985. Oui. Et il vous a nommé whip en chef du gouvernement. Quel est le vrai rôle du whip en chef du gouvernement et ses responsabilités? Bon, le whip, maintenant, fait partie des officiers parlementaires, donc le premier ministre les rencontre régulièrement pendant la session. Mais le whip, c'est d'abord, on dit, c'est le préfet de discipline. Mais c'est un préfet de discipline avec pas grand-chose pour exercer la discipline. Oui. Donc, le whip s'assure des présences des députés. C'est fondamental que pour voter les lois, qu'on ait suffisamment de députés, qu'on exerce notre majorité. Le quorum durant les travaux, les présences en commission parlementaire,
l'assiduité, puis aussi s'assurer que le caucus travaille ensemble, qu'on ait une unité d'action. Et pour ça, un des rôles principaux du whip, c'est d'avoir de très grandes oreilles, même si elles sont petites, pour savoir ce qui se passe dans la députation. Aller chercher l'humeur des députés et d'éviter que les gens vivent des choses tout seuls et que souvent des petits problèmes deviennent de graves problèmes. Mais est-ce que, comme whip, on a le pouvoir pas d'imposer ces vraies discussions au premier ministre ou au cabinet, mais est-ce qu'on peut l'essayer quand même? Le whip dispose d'une bonne marge de manœuvre pour influencer l'ordre du jour des caucus. OK. Définitivement. Mais à condition qu'il y ait une bonne chimie entre le premier ministre et son whip. Parce que le whip, ça ne peut pas être juste un outil de punition à l'endroit des députés qui ne sont pas dans le rang. D'ailleurs, ça n'existe presque pas, ça, si les députés ont l'occasion de participer. Ils sont dans une équipe, puis ils jouent l'équipe. Mais quand on joue l'équipe, il faut aussi se rendre compte qu'on est considéré dans l'équipe et puis qu'on tient compte de tous et de toutes. Donc, c'est plus ça. Il faut dire que aussi, John, ça allait évoluer, ce travail-là du whip, parce que je me souviens à l'époque où je suis arrivé comme député, le whip, c'était l'autorité, puis on n'a pas grande discussion avec lui, là. Mais maintenant, avec la jeunesse qui arrive, des nouvelles façons de travailler dans les caucus, c'est très participatif. Puis j'imagine que c'est pareil dans les caucus des autres formations politiques, là. Le chef n'est pas arrivé là, puis qu'on dit coller à la shot tout le temps. Non, non, on travaille ensemble, puis souvent, il y a évolution des propositions qui sont faites par des membres du Conseil des ministres ou par le premier ministre lui-même. Et je me souviens à l'époque où j'étais devenu whip sur Daniel Johnson. La première fois que j'ai siégé comme whip, là, le travail du whip a changé vraiment, parce que pour la première fois dans l'histoire du Québec, John, un whip, c'est siégé au Conseil des ministres. Oui. Et ça venait du recul que j'ai dû prendre, parce que j'étais au Conseil des ministres, puis on m'a demandé de quitter. Et j'avais dit à M. Johnson, j'ai dit, je vais quitter, mais je vais être whip, mais je vais siéger au Conseil des ministres quand même. Et ça avait passé de la rampe, mais difficilement. Participer au Conseil des ministres de whip est en mesure de connaître l'agenda gouvernemental. C'est primordial. Le whip sert aussi sur les comités ministériels. Donc, il connaît tout projet de législation, projet de réglementation. Il reste à l'affût. Et quand un député ou des députés lui parlent d'un sujet, puis que le whip sait où c'est rendu, il peut très facilement intervenir, en faire un point avec le président du caucus pour qu'on en discute. Et là, les députés intéressés s'animent. Parfois, on forme des sous-groupes pour étayer davantage le sujet. Et bon, ça c'est le travail du whip maintenant. Mais c'est dû en bonne partie, je pense, au fait que maintenant, le whip assiste aux délibérations du Conseil des ministres. Il participe aussi, ce n'est pas juste d'entendre ce qui se dit. Souvent, le premier ministre là, peut se servir de son président de caucus maintenant ou son whip. Où en est le caucus sur cette question? Alors, les ministres ont tout avantage. Il y a été un moment où, en tout cas, sous M. Charest, pas sous M. Johnson ni M. Bourassa, mais sous M. Charest, moi, quand il m'a nommé whip, siégeant au Conseil des ministres, il a dit, moi, là, tous les ministres, dorénavant, je veux que le projet de loi soit vu au caucus avant que ça vienne au Conseil des ministres. Alors ça a été un mandat que j'ai reçu qui était très intéressant parce que et ça a obligé certains ministres, j'ai vu des ministres refaire leur devoir, John, là, parce que on voyait, il n'y a pas un meilleur groupe de sondage qu'un groupe de députés qui arrivent de leur circonscription sur un sujet donné. Donc ça permet au ministre de sonder vraiment comment son projet de loi ou comment son projet de réglementation ou sa politique va créer des réactions dans la population, comment ça touche au vécu des gens. Alors ça a été un grand avancé, je trouve. Ça n'a pas été souligné souvent, parce qu'après que le whip a siégé au Conseil des ministres, rapidement, le président de caucus a demandé lui aussi à ce que ce soit fait. Et ça, étant donné que ces deux personnages clés-là dans l'entourage du premier ministre, là, sont au courant de l'agenda gouvernemental, sont capables de parler des ministres aussi, là. Tu sais, là, quand plusieurs députés nous parlent d'un même sujet, puis que beaucoup de monde ne sont pas d'accord, le whip ou le président de caucus peut très bien intervenir auprès d'un ministre,
par l'autorité qui tient du caucus et du premier ministre, pour dire, regarde, où tu t'en vas avec ça, là, ça ne marche pas. Tu vas revenir au caucus, si tu ne changes pas ton point de vue, ça va être ramené au caucus. Alors, ça crée une belle dynamique de bons échanges. Et donc, le whip, maintenant, son rôle, là, à mon avis, a comme beaucoup changé. Une fois réélu en 89, vous êtes nommé ministre délégué au transport. Et comment sentiez-vous devenir pour la première fois ministre? C'était extraordinaire. Extraordinaire. On s'y attend toujours un petit peu après une longue... Quand ça fait longtemps qu'on est là, qu'on côtoie des premiers ministres, on dit un jour, on va me choisir. Et par sur quoi c'était la voirie. Et moi, j'ai fait, dans mon comté, dans le comté de Richemont, j'ai fait beaucoup de routes. Il n'y en avait pas de routes. Même les villages, il y avait 38 municipalités, n'étaient pas interreliés les unes aux autres par une route pavée. J'ai mis beaucoup d'énergie à travailler pour qu'on construise des routes dans le comté, la route 116, l'autoroute 55, etc. Y avait-il une raison politique pour cette manque de route ou est-ce que c'était juste un oubli du ministère du Transport? Je pense que les députés qui m'ont précédé ne sont pas souciés de ça. Et on a eu des mandats dans l'opposition également où il faut que tu travailles avec les ministres en place. Puis des fois, ils sont moins généreux, surtout à une certaine période. Maintenant, la programmation du ministère des Transports est beaucoup moins politique. Mais auparavant, là, c'était très surveillé où est-ce que l'argent tombait. Et quand tu étais dans l'opposition, c'était des maudits batteurs qui venaient à la bout de chercher de l'argent dans ton comté. Donc, tout ça ensemble, quand le premier ministre me dit « Tu vas être ministre délégué à la voirie », là, j'ai aimé ça parce que je vais être dans mes cordes, dans mon élément. Et je me souviendrai toujours, jeune ministre, le ministre des Finances, M. Lévesque, Mirandé, demande à me rencontrer. Je dis, je vais aller vous voir. Non, il dit, je vais à ton bureau. Non, ça. Mon Dieu, M. Lévesque, qui m'arrive un soir à mon bureau, avec sa programmation de voirie. Parce que M. Lévesque est un homme de grand talent, mais en politique, là, mais il a toujours voulu servir ses électeurs. C'est toujours... C'est primordial. S'il ne pouvait pas servir ses électeurs, il n'était pas bien si ça ne pouvait pas se faire. Donc, et lui, comme ministre des Finances, il n'a pas beaucoup le temps de venir nous voir souvent avec des projets. Fait qu'il est arrivé avec sa liste de demandes. Mais là, je dis à M. Lévesque, je dis, le gouvernement me demande de revoir toute la programmation du ministère parce qu'on a beaucoup trop de travaux de programmés. On a des travaux programmés pour 10 ans, puis on ne peut pas en faire pour 1 an. Alors, il faut qu'on enlève des affaires. On ne peut pas garder des ingénieurs, puis le monde qui travaille sur des projets, si on sait qu'on ne réalisera pas dans 3 ou 4 ans ou 5 ans. Ouais, mais il dit, mais c'est différent, c'est tout prêt, c'est tout prêt. Mais j'ai dit, bien, s'ils sont prêts, je n'ai pas l'argent, là. J'ai dit, tous les autres collègues veulent, puis tout ça. Et il dit, mets ça sur ta liste, puis tu me feras une demande, et puis le ministre des Finances va t'accorder ce dont tu as besoin pour qu'on réalise les travaux. Alors, j'ai évidemment donné suite à la programmation de M. Lévesque. Pour moi, c'est un modèle en politique. Mais évidemment, il ne m'a pas donné d'argent de plus. Il savait quand il me l'a dit. Mais c'est vous dire que le ministre de la Voirie, et c'était un poste très prestigieux. Et moi, j'avais la voirie vraiment plus de nature rurale parce que Montréal m'échappait. Je tenais pas. Montréal, c'était pas moi, c'était M. Samuel Gus, je pense, qui était responsable de Montréal. Mais c'était une belle expérience. C'est le geste que le premier ministre t'appelle, te dit tu vas être ministre. Et là, je cassais la glace. Là, je venais de casser la glace pour la suite des choses, pour une bonne période, pour le reste de ma carrière. Là. Oui, ça, on a dit, OK, Yvon est ministrable. Oui, exactement. Voilà. C'est ça. Là, ça y était. Et ça a pris du temps. Genre, il faut être patient en politique. Et, souvent de fois, même comme whip, ou des fois, j'étais président de caucus également, je voyais des collègues qui s'impatientaient. Pas satisfaits de leur rôle. Et puis je leur disais, bien, tu es en politique combien d'années? 4 ans? 5 ans? Ben non, mais plus longtemps que ça, ben dans plus longtemps, on se reverra dans 2-3 ans et on va voir là, tout ce qui a eu changé en 2-3 ans, toute la mouvance qui s'exerce, tous les postes qui se succèdent, des ministres qui partent, des députés qui reviennent, etc. Et puis un jour, ça sera ton tour, mais il ne faut pas être trop pressé. Il ne faut pas qu'on veuille que tout arrive à l'intérieur d'un mandat ou de 2 mandats. Et honnêtement, j'en ai convaincu quelques-uns, puis ça a donné de bons fruits, parce que les gens ont fait un bon travail après, en acceptant des responsabilités, des fois moins importantes ou moins visibles que celles d'un ministre, mais qui par la suite sont devenus ministres. Alors, est-ce que c'était, en fait,
votre responsabilité la plus horizontale que vous avez eue, là, pas spécifique ministère? Ou, Oui, oui, définitivement, oui. Mais l'agriculture, quand j'étais ministre, plus tard, j'étais ministre en titre, agriculture, Oui. pêcherie, alimentation, ça fauche large. Ça fauche très large. Hein. oui, il est vrai. C'est de la production, par la transformation, par la mise en marché. C'est vraiment de la terre à la table, hein, jusque dans les restaurants. Donc ça a été une partie de mon temps qui a été consacrée au monde agricole, qui était très importante. Et c'est le ministère intentionnellement que j'ai aimé le plus dans mes responsabilités. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Un vent de fierté souffle sur Ottawa et les provinces au lendemain de l'entente du lac Meach qui, une fois officialisée, va permettre au Québec d'adhérer à la Constitution. Que pensez-vous de l'échec de l'accord du lac Meach et du référendum sur l'accord de Charlottetown? Oh, c'est des grandes déceptions, hein? Surtout Meach. Très grande déception. Tu sais, moi, je ne me cache pas, je suis un libéral, mais je suis un nationaliste. Je vis pour un Québec qui prend sa place, qui occupe sa place au sein de la Fédération canadienne. Et j'ai toujours vu le fédéralisme comme quelque chose qui était évolutif dans le temps. C'est pas quelque chose qui peut rester toujours la même. Il faut que ça évolue. La population évolue, les États évoluent. Pourquoi est-ce que la Fédération ne pourrait pas évoluer? Meach était une belle façon d'y arriver. Pour moi, c'était une grande déception. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ne se sont pas questionnés vraiment à ce moment-là sur notre place au sein de la Fédération. C'était un gros échec, là. Alors, évidemment, le premier ministre de l'époque s'est occupé des retombées de cet échec-là. Et moi, je suis de ceux qui, à ce moment-là, ont apprécié qu'on n'aille pas trop vite. Moi-même, j'étais vraiment mu par l'impulsion. J'étais vraiment malheureux de ce qui s'était passé. Je trouvais ça gênant, cette situation-là, en plus, pour un parti comme le nôtre, puis notre premier ministre. Alors, mais je pense qu'il a été plus fort que plusieurs d'entre nous pour garder le cap, maintenir nos positions, dire on va travailler encore, c'est pas terminé, mettre du monde au travail là-dessus. Ben pour moi, c'est une grande déception. Vous avez dû alors apprécier le discours de M. Bourassa. Le Québec est toujours... libre de ses choix, oui. Et c'est une des déclarations les plus senties. Donc, depuis 1985, la question est « What does Canada want? » Et on attend encore la réponse du Canada à cet égard. Monsieur le Président, le Canada anglais doit comprendre d'une façon très claire que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Merci. Moi, j'étais derrière lui, ou presque, là. Une des déclarations les plus senties de M. Bourassa. Et je pense que tout le peuple québécois était très fier de cette déclaration du premier ministre. Est-ce que vous saviez qu'il allait le faire ou est-ce que... Non? Non. Il y a peut-être Jean-Claude Rivet qui le savait. Oui, probablement, oui. Parce que M. Rivet était très près, puis... parce que pour M. Bourassa, c'était un peu une partie d'échec, M. Bourassa, avec le fédéral, même à l'époque de M. Trudeau. Oui. Puis des fois, il mettait des choses sur la table, puis il savait qu'il y aurait une rebuffade de M. Trudeau avec le style qu'on lui connaissait, mais ça faisait partie de comment il voulait amener les choses. Et je pense que cette déclaration-là a été très, très bien réfléchie quand il l'a dit. Et c'était un petit peu un avertissement qui était lancé au reste du pays, qu'on ne peut pas traiter le Québec n'importe comment. Et quand le Québec va décider, il va prendre une décision sur son avenir collectif, c'est le Québec qui va le prendre. Et dites, ces paroles-là, dites par un premier ministre qui est fédéraliste, qui se bat à l'intérieur pour... c'était très significatif. Et j'ai vu beaucoup de fierté à l'Assemblée nationale cette journée-là. Même Jean Parizeau a traversé la Chambre pour saluer son premier ministre. Son premier ministre. Vous êtes mon premier ministre, oui. Et ça, c'est des beaux moments. Il y a tellement de moments
qui nous divisent en politique, mais quand il y a aussi beaucoup de très beaux moments. Alors je dis, Monsieur le Président, à mon Premier ministre, essayons de nous retrouver. Il faut que nous puissions trouver une autre voie, puisque celle qu'il avait choisie se révèle être un cul-de-sac. Il faut que nous puissions trouver une autre voie. Et je dis, Monsieur le Président, à mon Premier ministre, je vous tends la main. Cherchons cet automne, tous ensemble, une voie de l'avenir du Québec. Dans le fond, il y a beaucoup plus de choses qu'on partage que ce que les gens pensent, en général, sur comment on voit l'avenir du Québec. Et ça, moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour l'institution qu'est l'Assemblée nationale à cause de ça. Je trouve qu'on est des politiciens au Québec qui, malgré de temps en temps, les propos dépassent un peu notre pensée, tout ça, il y a beaucoup d'agressivité à l'occasion. Mais de façon générale, quand les enjeux qui sont majeurs qui touchent le Québec, on se rejoint beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis même dans les législations qu'on passe, là, j'avais fait sortir, quand j'étais président de l'Assemblée, il me semble que c'est quelque chose comme 70 ou 80 des lois adoptées au Québec le sont à l'unanimité. Oui. C'est la preuve d'une contribution des députés, des élus, à la législation très importante, qu'il soit de l'opposition ou du gouvernement. Parce que tout le travail en commission parlementaire où l'opposition est largement mise à contribution. Moi, je me souviens dans les lois que j'ai eues, je pense qu'elles ont toutes été adoptées à l'unanimité. J'y tenais. Puis je savais que c'était possible. Puis il faut toujours arriver à la table avec de l'ouverture, parce que l'opposition a des choses à proposer. Il faut être capable de les accueillir. Alors, il faut laisser cette place-là. Et des beaux moments. On a vécu des beaux moments entre les chefs de parti aussi, occasionnellement. Et ça nous le booste pour un bon moment quand ça se passe. Alors, on est prêt à accepter beaucoup de choses par la suite, parce qu'on sait qu'à un moment donné, il y a des poignées de main franches qui se donnent, puis il y a des gens qui croient aux mêmes choses. En 1994, le Parti québécois gagne les élections et commence à préparer le référendum. Êtes-vous inquiet à ce moment-là? Quelque peu. Quelque peu, parce que l'opinion se forge à partir des grands débats qui se tiennent. Et ce qui se passait avec le fédéral est sur plusieurs plans. C'était pas juste le dossier constitutionnel. Plusieurs dossiers où c'est que ça allait vraiment pas bien avec le fédéral. De tenir un référendum dans des périodes comme ça, c'est toujours délicat. Puis il ne faut jamais oublier le but réel du référendum. T'sais, on peut pas. Si tu as un référendum, on va se positionner sur le référendum, on ne se positionne pas sur un paquet d'autres affaires qui ne vont pas avec. Donc moi, j'y voyais un certain danger, c'est sûr, mais en même temps, c'est la démocratie. Et quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays, on est très heureux de voir comment nos référendums se déroulent ici. Ah oui. On ne peut pas gouverner par référendum, mais quand il y en a, je pense qu'il faut que ça se fasse dans le respect de nos lois, le respect de tous, et on le fait de façon très civilisée au Québec. Alors, mais en même temps, moi, j'ai toujours fait confiance, John, au vote. Tu sais, le peuple ne peut pas se tromper. Tu sais, quand le peuple s'exprime, quand il change de gouvernement, on ne peut pas blâmer les gens de changer de gouvernement. Non. Non, c'est le peuple qui l'a choisi. Au même titre que quand il choisit un gouvernement, c'est son choix. Puis si dans un référendum, il se prononce quand c'est clair, là, bien, on respecte, puis on accepte ça. Parce que la politique, c'est comme ça. Si tu n'acceptes pas ça, tu n'as pas d'affaire en politique, à mon sens, dans une démocratie. Ouais. Alors, il faut accepter que c'est les règles du jeu, puis devenons convaincants. Puis si on ne l'est pas suffisamment, bien, la population, elle, va trancher, puis on va vivre avec les résultats. Alors, ça peut être inquiétant, mais en même temps, ce qui est rassurant, c'est de voir les conditions dans lesquelles ces exercices se font. Elles se font avec des chances égales, de part et d'autre, avec des règles connues. Et moi, ça me satisfait. Alors, même si on est inquiet, on fait la bataille, puis après ça,
On voit le résultat. Et le non a gagné. Le non a gagné. Mais Richemont a voté oui. A voté oui. Comment vous l'expliquez? Bon, je l'explique du fait que, à l'époque, au moment de cette tenue-là, le comté était probablement à tendance souverainiste. OK. Et ce que ça m'enseigne, puis ça, je le sais depuis plusieurs élections, il y a beaucoup de souverainistes chez nous qui votaient pour moi. Mais c'est différent quand on arrivait à un référendum portant sur la souveraineté. 80, oui. Je n'étais pas député. C'était M. Brochu. Puis M. Lemoignan, qui était chef du parti, de l'Union nationale à l'époque, m'a appelé. Il dit, M. Vallière, ça prend quelqu'un pour s'occuper du référendum dans votre comté. M. Brochu ne s'en occupe pas. Non, il était député, puis il pourrait un jour expliquer pourquoi, mais lui, il ne s'est pas occupé de ça. Fait qu'il fallait que quelqu'un prenne le leadership de... Alors, je dis au curé Lemoignan, c'est M. Curie, je pense, M. Lemoignan. Mais j'ai dit oui, je vais m'en occuper volontiers. Fait que c'est moi qui ai pris la présidence du comité du non pour 80. Donc, plusieurs référendums comme ça qui ont été tenus et où les gens ne suivaient pas nécessairement l'option fédéraliste que j'avais. Puis ça me... Je faisais pas un référendum, moi, comme une élection chez nous. C'est très différent. L'élection, c'est toi qui es concerné, tes électeurs, ton comté, ton gouvernement, ton parti, ton chef. Quand on parle de souveraineté ou d'autres sujets par voie de référendum, je disais que ça vient plus de l'être globalement. Et quand on rentre dans une maison, parce que je faisais beaucoup de porte-à-porte, je l'ai fait beaucoup moins pendant les référendums cependant que pendant les élections, puis les gens, ils savaient déjà ce qu'ils allaient faire. Leur opinion était déjà... Alors, moi, l'objectif, c'était de les saluer, de continuer à offrir mes services comme député, puis que je respecterais la décision qu'ils allaient prendre. Je les invitais évidemment à aller voter, à aller s'exprimer lors du référendum. Mais j'ai l'impression que quand ces référendums-là ont été faits, les gens savaient déjà pas mal intrinsèquement, à leur intérieur, ils savaient pas mal vers quoi ils iraient voter. Alors, ça ne donnait rien de faire des chicanes de famille avec ça, si vous voulez mon avis. Il faut laisser les gens d'abord, qu'il y ait de l'information. Je pense que les gens doivent être informés, correctement informés des enjeux. Puis après ça, la décision leur appartient. Merci, M. Vallière. À la prochaine. Un plaisir.